est-ce que notre ami Auduc accepterait d'appliquer son critère de cohérence laïque à toute la note qui circule à partir de la DGESCO en date du 20 novembre 2019. Il me semble que cet outil très intéressant de cohérence laïque qui implique l'unité à la fois théorique, institutionnelle et pratique, eh bien que cette exigence de cohérence ne résiste à aucun moment, à aucune des propositions de cette note qui, dans son premier temps, institutionnalise la fraude, puisqu'elle permet à l'écrit à chaque candidat d'avoir une tablette et donc Internet. Deuxième scandale, c'est le fait de dire que seul, c'est en dessous de 5 qu'au concours de professeur à des écoles, en français et ou en mathématiques. Le 5 serait éliminatoire, mais ça veut dire que tu peux être instituteur, vous voyez, professeur des écoles avec 5,5. Scandaleux. Le dernier élément sur lequel on pourrait appliquer le principe de cohérence, mais qu'en pense Auduc, c'est cette fois-ci non pas l'institutionnalisation de la fraude, mais l'institutionnalisation de la lèche, pour reprendre une formule de Catherine Kinsler, puisque, à moins que je lise mal, cette seconde épreuve orale s'appuierait, dite d'entretien, sur la motivation du candidat et sa connaissance de l'environnement. Il y a aussi verbalisé, tu en as parlé. Je suis désolé. Une épreuve orale, un concours de recrutement, ça n'est pas un entretien d'embauche. Sauf à considérer, et certains instituts dits nationaux, là, vont très vite en besogne, puisque les plans de formation pensent déjà par avance la disparition des concours nationaux. C'est le rêve des équipes qui sont en train de confectionner les plans dits de formation, qui pour moi sont des plans de conformisme à l'employabilité et à l'exploitation néolibérale des futures générations. Donc je voudrais savoir s'il est d'accord pour appliquer son principe généreux, non pas à tel élément plutôt qu'à tel autre, mais un refus global de ce torchon anti-républicain. Le grand mystère, mes amis, c'est de savoir comment un texte comme ça. Alors là, c'est Flaubert, sous overdose. Et pas non, on a déjà fait. Non, je blague, pour pas pleurer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? La motivation. Allons-nous permettre des officines pour t'éduquer à la motivation? Non, je ne suis pas d'accord. Charles, bon, je vais passer la parole à Jean-Louis, mais il ne représente pas la DGESCO. Il s'exprime, il n'est pas ni ministre ni représentant de la DGESCO. En revanche, il va s'exprimer à titre personnel sur la question que tu lui as posée. Moi, j'ai des éléments très critiques par rapport à cette note du 20 novembre. Ces éléments critiques sur les nouveaux concours de recrutement, ils sont de l'ordre de 3 points. 1, je pense que c'est largement insuffisant concernant la vérification disciplinaire des candidats. Je crois, et je l'ai dit, que la licence universitaire ne suffit pas à légitimer le candidat. Il se trouve qu'à l'origine, je suis prof d'histoire-géographie et qu'aujourd'hui, la géographie universitaire est loin d'être la géographie scolaire et qu'à la limite, qu'est-ce que c'est qu'un institut de formation pour des enseignants? C'est de passer effectivement d'une discipline universitaire à une discipline scolaire, et la pédagogie, c'est de savoir adapter les connaissances solides qu'on doit avoir par rapport à l'âge des élèves. Le deuxième point, c'est que moi, personnellement, ce que je trouverais intéressant, et ce qui est en débat, c'est que les vérifications disciplinaires soient en fin de première année de la formation des instituts supérieurs du professorat et de l'éducation. Et je souhaite que les recteurs occupent toutes leurs responsabilités à faire, que ça ne soit pas un émiettement, mais que ça soit quelque chose de national, et qu'ensuite l'étudiant dans sa deuxième année d'INSP soit en stage pour un tiers de service, et que l'oral
porte non pas sur leur motivation, mais sur l'analyse des pratiques qu'il aura fait, s'il prépare le concours des écoles dans les écoles, s'il prépare un concours de PLP dans l'enseignement professionnel, c'est-à-dire qu'il y ait une articulation, comme ça se passe en médecine, comme ça se passe dans toutes les professions, entre le moment où on est en stage et l'oral effectivement du concours. Et je trouve personnellement que cette piste est intéressante, à la condition effectivement qu'on détermine parfaitement que ça ne soit pas des épreuves, comme tu dis, de lèche, où je dirais, où on va s'analyser par rapport à ce qu'on suppose être la position, mais qu'elle soit référée à l'analyse des pratiques qu'on a exercées dans son métier, parce que moi j'en ai assez, et je l'ai vécu, de la formation successive qui était la formation des maîtres en France. D'abord le savoir, on vous valide sur le savoir, et après on s'occupe des élèves. C'était ça, la formation qui était là. Donc je suis pour une formation intégrée, et là où je te rejoins, c'est que la note de novembre 2019 ne va pas assez loin dans la formation intégrée, mais pour moi, valider un enseignant qui n'a jamais vu un élève dans un concours de recrutement, c'est une aberration qui conduit à ce qu'on voit dans un certain nombre d'académies où plus d'un quart des jeunes enseignants démissionnent, se mettent en congé maladie. Donc pour moi, c'est totalement insuffisant, la note de novembre, mais il y a un objet intéressant, c'est de relier l'oral du concours à l'exercice concret dans le cadre d'une formation en alternance en seconde année avec le métier qu'on va exercer. Jean-Pierre. Oui, je voudrais dire mon accord à 100% avec ce que vient de dire Jean-Louis Auduc. Nous avons d'ailleurs une très bonne expérience dans l'éducation nationale de l'entretien de motivation. J'en suis d'ailleurs à l'initiative. C'était le concours de CPE qui a fonctionné à partir des années 90 jusqu'à la suppression de cette épreuve d'entretien à la demande du SNES, assez récemment d'ailleurs, et qui a fonctionné. Je pourrais donner à Charles Coutel des explications expérimentées de présidence du jury pendant 8 ans avec notamment cette épreuve pour voir comment elle fonctionnait. Bon, pour dire les choses d'une autre manière, je dirais, si on compare, si on veut faire la comparaison stigmatisante avec l'entreprise, cette comparaison n'est pas que stigmatisante. Les entreprises ont un seul critère, c'est l'efficacité. Et si elles utilisent l'entretien d'embauche sur motivation, c'est qu'elles trouvent ce procédé profondément efficace pour recruter notamment leurs cadres. Je ne vois pas pourquoi l'éducation nationale et les services publics se priveraient, avec ses propres critères, de quelque chose qui profite d'une autre part au secteur privé. Donc, s'il y a là un outil efficace, pourquoi ne pas l'utiliser avec nos propres motivations, en tout cas nos propres objectifs. Mais je voudrais revenir sur un autre aspect de ton intervention pour le contester, Jean-Louis. Tu proposes dans tes propositions, et en tant que conseiller du ministre, tu dois donc être influent, tu proposes que dans les INSPE, les nouvelles INSPE, les personnels et les étudiants, surtout, je pense, n'aient pas les mêmes obligations que dans les universités. Notamment du point de vue de la laïcité. Voilà. Et tu ajoutes la phrase « Ce ne sont pas des établissements comme les autres ». Bien sûr, pourquoi ? Ce ne sont pas des établissements tout court. C'est-à-dire, une INSPE, c'est jamais qu'un service d'une université. Il n'y a aucune marge d'autonomie juridique pour imposer des normes différentes. Et il n'y en aura pas tant que la réforme, les réformateurs qui nous gouvernent n'auront pas franchi le pas d'en faire des établissements publics. C'est-à-dire de revenir à la situation des IUFM qui étaient des établissements publics et qui avaient cette marge d'appréciation avec un conseil d'administration, etc. Et donc là, le ministre, qui avait bien vu tous les défauts que tu notes de la large autonomie des universités et en leur sein la très large indépendance des enseignants,
des professeurs d'université, qui font à peu près ce qu'ils veulent dans le cadre de leur enseignement, eh bien, il y a là une tentative de revenir là-dessus. J'ajoute en plus un détail qui ne t'a pas échappé, c'est que le ministère de l'Éducation nationale est le seul qui sous-traite à un autre ministère la formation de ses personnels. Hein, bon, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment aucune marge de contrôle sur la formation de ses personnels, qui font quand même la moitié de la fonction publique d'État, ce qui n'est pas mince. Bon. Alors, si on veut revenir sur cet état de fait, hein, où on fait à peu près ce qu'on veut en formation des enseignants, ouais, c'est qu'il faut en faire des établissements publics. Voilà. Alors, tout à fait d'accord. Hein. Je termine complètement. Dans le cadre actuel et dans le cadre prochain, comment piloter quand même les INSPE? Il n'y a qu'un seul moyen de piloter les INSPE, c'est le pilotage par l'aval, c'est-à-dire pilotage par le concours. Hein, si vous dites au concours, il faudra, pour réussir au concours, faire les pieds au mur, toutes les INSPE vont faire de la préparation à faire des pieds au mur. Hein, et donc, c'est un moyen très efficace de pilotage, hein, plutôt que d'instituer des normes particulières. Voilà. Monsieur derrière, monsieur là. Bonjour, je m'appelle Raphaël Desclos-Priscal, je suis étudiant en droit et je viens de terminer un Master 2. J'ai écrit un mémoire sur la liberté d'expression et le renouveau du délit de blasphème en Europe. J'aurais deux choses d'abord à vous dire. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense que la noblesse du politique, c'est de prendre l'argent là où il est pour le mettre là où il faut. Et effectivement, je pense que redynamiser une école laïque, républicaine et universaliste, forcément, c'est quelque chose qu'il faut encourager. De mon côté, j'ai fait des études à la fois dans le privé et dans le public. Et j'aurais une question par rapport justement à l'enseignement qu'on peut recevoir dans le privé et comment est-ce qu'on peut peut-être mieux contrôler ce qui s'y dit. Parce qu'il y a aussi une idéologie qui est diffusée dans ces écoles. Moi, je sais qu'en seconde ou en terminale, donc quand j'ai eu 17, 18 ans, j'ai entendu plusieurs discours qui peuvent être problématiques, je pense, au sein de la société. On nous a parlé du préservatif comme quelque chose qu'il ne fallait pas nécessairement utiliser. On nous a aussi expliqué on nous a invités à venir, par exemple, manifester avec la Manif pour tous contre le mariage homosexuel. On nous a fait tout ça. Et donc, comment mieux contrôler? Est-ce que, je ne suis pas vraiment au fait de ce qui peut se passer, comment est-ce qu'on contrôle mieux ce qui peut être enseigné et comment est-ce qu'on contrôle ces idéologies qui peuvent être diffusées? La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de réenracinement et de cohérence, et je suis d'accord, et je pense que la laïcité ne peut être comprise que dans l'égalité. Et en ça, je suis d'accord. Mais face au repli communautariste qu'on peut voir, je pense qu'il y a aussi un autre mouvement qui est aujourd'hui visible, dans ma génération en tout cas, c'est une génération qui est en permanence offensée, ou en tout cas qui se sent en permanence offensée. Il y a un regain d'une atteinte aux sentiments religieux ou autres d'ailleurs. Il y a une morale qui est aujourd'hui infusée dans la société qui, moi, m'inquiète beaucoup. Et aujourd'hui, ma génération, et je le perçois, a du mal à faire avec. Dès qu'il y a une atteinte aux sentiments, elle se sent outragée et elle essaye de se rebeller. Donc comment peut-être mieux faire comprendre, et je pense que oui, il faut plus d'universalisme et plus de république, mais comment peut-être mieux faire comprendre ça à ma génération, parce que c'est une problématique qui existe aujourd'hui. Peut-être d'abord, et puis sur les émotions. Ouais, sur le contrôle. Sur l'activité pédagogique, il y a théoriquement des contrôles. Hein, donc c'est les inspecteurs, disons, de l'enseignement public qui contrôlent des établissements privés sous contrat. Par contre, l'appel à une manifestation, par exemple, c'est l'établissement qui appelle. L'établissement, lui, en tant que tel, n'est pas contrôlé, c'est une structure privée. Hein, donc, voilà. Et il y a effectivement bon nombre de cas où c'est hors des cours. Hein, mais quand on appelle à une manifestation, disons, voilà, hors des cours par l'établissement, ça c'est fait. Hein, on a quelques affiches d'ailleurs, voilà, à l'intérieur des établissements qui montrent que, disons, effectivement, il y a une forme de prosélytisme, lui, qui n'est pas contrôlé. Oui, sur la seconde question qui me semble très importante et que j'ai un peu effleurée lorsque j'ai parlé de crise de la notion de progrès, vous avez parfaitement raison. On a aujourd'hui des jeunes, et par rapport à leur déracinement et par rapport à la crise du progrès, qui sont sujets, vous avez parlé de sensibilité offensée, moi je dirais qu'ils sont sensibles aux émotions. Et de ce point de vue-là,
la meilleure réponse aux émotions, et on l'évoquait ce matin, c'est la construction en mots, M-O-T-S. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une réflexion sur ce qu'est l'enseignement de la philosophie dans l'ensemble de notre système éducatif est important. Pourquoi réserve-t-on la philosophie, et ça s'accentue avec la réforme du lycée, exclusivement aux élèves des filières générales et quelques filières technologiques? Pour moi, c'est un vrai manque que les élèves de centres de formation en apprentissage de CFA, des établissements professionnels en soient privés. Donc vous avez une vraie réflexion à avoir dans la logique que vous donnez sur effectivement ce que serait la réflexion sur l'être, sur la personne à l'intérieur de notre système éducatif. Et pour moi, de la philosophie enseignée dès la 3e serait un outil d'émancipation extrêmement important si on veut éviter effectivement cette dictature des émotions ou cette dictature des réseaux sociaux. Vous avez pointé là une question extrêmement importante par rapport à notre société, à notre responsabilité par rapport aux générations futures. Bien, alors, si vous posez encore 2 personnes. Merci pour vos interventions. Mes 2 questions iront à M. Auduc. Première question, c'est vous avez insisté sur l'importance de la transmission des valeurs de la République, notamment. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qu'on fait dans les cours d'éducation civique, notamment. Et donc, du coup, la question, c'est, je l'ai un peu posée ce matin, j'ai pas eu de réponse, c'est quelle est la place de l'éducation civique aujourd'hui? Souvent, en tout cas à mon époque, et j'ai quelques témoignages pour l'époque actuelle, que l'éducation civique, elle est un peu passée au second plan derrière l'histoire-géographie. Donc, du coup, est-ce que vous partagez ça ou pas? Et ma deuxième question, c'est je serais tenté en fait d'étendre votre concept d'incohérence laïque également, notamment aux politiques, puisqu'ils sont directement touchés par le principe de séparation, dont découle la neutralité, dont la neutralité découle. Par exemple, quand on a M. Blanquer qui dit que le voile n'est pas souhaitable, indépendamment de ce qu'on pense du voile, je ne suis pas un défenseur du voile, mais on ne peut pas avoir une laïcité à géométrie variable. Quand on a un ministre de l'Éducation qui s'exprime à la radio en tant que ministre, et j'ai presque fini, monsieur, est-ce que vous pensez qu'il est dans son rôle? Parce que moi, je pense que non, parce qu'il n'a pas à dire ce qui est un bon signe religieux ou un mauvais signe religieux. Je vous remercie. On va poser toutes les questions, et puis on répond, et puis on arrête là. Oui, bonjour. Jean-Jacques Renard, vice-président des AFL Paris. Je voulais justement poser à M. Caldi une question. Pourquoi avons-nous autant peur de la guerre scolaire? On a entendu ce matin Mme Schnapper intervenir sur ce sujet alors que ce n'était pas son fond d'intervention. Parce qu'on s'aperçoit effectivement, là on n'hésite pas à faire la guerre sociale en ce moment avec la réforme des retraites. Il me semble que les inégalités sont encore plus fortes dans le financement de l'école privée par les fonds publics qu'actuellement les 40 régimes spéciaux qui sont à mettre au même niveau que les autres. Donc j'aimerais bien que l'on pose la question. L'année dernière, il y a eu un article très intéressant, je crois, dans le Courrier international qui s'appelait... Oui, non, je l'ai posé déjà, qui s'appelait à qui profite la guerre scolaire, à qui profite la paix scolaire. Et donc j'aimerais bien savoir pourquoi on a autant peur de la guerre scolaire. On a compris la question. Eddy va y répondre. Dernière question. Oui, dernière question. Juste une question pour l'avenir, parce que je voulais vous poser la question, comment vous pensez trouver une théorie pour faire que les enseignants, aujourd'hui dans leur formation, puissent contrer cette offensive qui est carrément au niveau de l'éducation des enfants. Ces enfants sont en danger parce qu'on voit avec l'intersectionnalité qui a infecté même le SNES, actuellement, comme beaucoup d'autres, le Sud et autres. Comment pensez-vous que vous puissiez trouver quelque chose dans la formation des enseignants qui soit une offensive pour un peu essayer de protéger les enfants? Merci. Jean-Louis. Je répondrai par rapport à ce qu'évoquait Jean-Pierre Aubin tout à l'heure. Pour moi, l'enjeu du pilotage par le contenu des concours est extrêmement important
pour définir clairement ce qu'est l'exercice du métier enseignant sur 2 points, l'appropriation des valeurs de la République et deuxièmement, l'éthique et la déontologie du métier. Ça veut dire aussi que moi, quand je suis missionné par le ministère pour intervenir sur un programme ou sur une question sur lequel il se trouve que j'ai quelques responsabilités, je suis très prudent dans mon expression et je souhaite que tout le monde le soit. Concernant les programmes d'éducation civique, alors je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que vous trouverez sur Internet le fait que j'ai participé à la rédaction des programmes et que j'ai écrit des manuels scolaires dans le cadre de cette discipline. Je vais vous dire, moi je me suis toujours battu, je continue à me battre sur le fait que l'éducation civique, c'est un programme comme les autres, donc il doit y avoir formation, vérification des connaissances des candidats. Or, les heures d'éducation civique sont les seules heures à l'intérieur d'un collège ou d'un lycée où il n'y a aucune vérification des connaissances. Si je prends une image religieuse, quand on est désigné pour enseigner l'éducation civique, ça veut dire c'est comme les apôtres à la Pentecôte qui avaient reçu des langues de feu leur apprenant les diverses langues. Donc le problème numéro 1 de l'éducation civique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de validation de la capacité à enseigner cette discipline, ce qui fait qu'un certain nombre d'enseignants ne s'y sentent pas préparés et c'est beaucoup plus simple de compléter le programme d'histoire-géographie. Donc de ce point de vue-là, c'est clair, redonner de la valeur à l'éducation civique, c'est d'en faire quelque chose qui soit validé, que les gens soient formés à une pédagogie de l'éducation civique, sinon ça restera effectivement une fleur qu'on met là pour faire joli, mais en France, on n'a jamais pris conscience de l'enjeu que ça représente dans le cadre de la construction de la citoyenneté. Ça signifie autre chose, c'est articuler l'éducation civique avec la construction de la citoyenneté. Le jeune à 13 ans, il devient responsable, à 18 ans, il sera électeur. Il faut qu'il y ait un discours de l'éducation civique et une pratique de reconnaissance de son champ de responsabilité dans les écoles, dans les collèges et les lycées, ce qui est un enjeu extrêmement compliqué, mais vous avez eu raison de bien poser la question sur cette discipline qui n'en est de fait pas une dans notre éducation à l'heure actuelle. Merci. Eddy, sur la guerre scolaire. Oui, donc aujourd'hui, oui, certains nous disent que la situation est apaisée. Hein, donc voilà, on ne parle pas de guerre scolaire, en gros, hein, et on voit bien que, en fait, eh bien, tout ceci correspond à, disons, l'école, et je le disais tout à l'heure, est de plus en plus, disons, individualisée. Hein, donc on a fait prévaloir cette idée du libre choix. Et puis de l'autre côté, eh bien, ça arrange bien un certain nombre, disons, de publics qui fréquentent cette école privée. Ceux qui le fréquentent pour des raisons religieuses sont très peu nombreux, mais pour autant, donc, un certain nombre d'églises profitent de ce fait parce que, eh bien, elles le disent. D'ailleurs, les évêques disent, bon, on n'est pas des militants de la laïcité, on n'est pas non plus des militants de la loi de 1905, mais on peut s'en satisfaire dans la mesure où l'État finance nos propres écoles catholiques parce que, eh bien, c'est une fonction sociale financée par la puissance publique et donc c'est là une reconnaissance par rapport à, disons, la République. Et donc ceux-ci, effectivement, soutiennent le système. Il y a tous ceux aussi qui disent, en fin de compte, eh bien, moi, je ne veux pas aller avec le tout venant. Et puis, bon, il y a cette campagne permanente. À qui profite l'école privée? Vous dites, parce que, en fin de compte, eh bien, il y a toujours cette dichotomie entre le bien et le mal. Hein, et donc, effectivement, il y a une école qui, soi-disant, réussit. C'est faux, parce qu'on a un public relativement homogène. De l'autre, en fin de compte, on a ce public très hétérogène. Et puis, donc, voilà, on dit en plus aux familles, eh bien, que vous alliez dans le public ou dans le privé, on va vous financer de la même façon. Et donc, on ne peut pas jeter la pierre aux parents. Moi, je dis demain, si on me paye la course en taxi, je vous garantis, eh bien, je prendrai le taxi, surtout en ce moment d'ailleurs.